Un acte actif et non un acte passif. Elle ne se chante pas, mais elle s'éprouve. Elle ne s'y proclame pas, mais elle se vit. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à votre émission Rendez-vous des Patriotes. Alors pour moi aujourd'hui, c'est un grand plaisir de réapparaître au devant de vos postes téléviseurs, au cœur de chaque débat sur le développement, sur la gouvernance, mais également sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Plusieurs, mais à l'occurrence, une question se pose. Est-ce que les difficultés que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui, la RDC, est-elle due à la gestion de nos dirigeants ou à la mentalité de la population congolaise? Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Rémi Losso. Il est un acteur engagé dans le changement de la mentalité en République démocratique du Congo. Il est président du mouvement Déclic de la mentalité. C'est un jeune, en tout cas, qui est actif dans ces secteurs et surtout sur le développement personnel. Mais au-delà de ça, il est également plus focus sur ce qui est le changement de la mentalité. C'est ce qui lui vaut également l'invitation de ce matin. Alors, vous allez le découvrir. Nous recevons également Monsieur Gédéon Kabanda. Lui, c'est un maître avocat. Il est juriste en formation, mais il est également logisticien. Alors, je vais retourner à ma gauche pour retrouver Monsieur Rémi, à qui je vais également saluer. Rémi, bonjour et comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Monsieur Achriel, ça va super bien et vous allez bien? Bon, moi, en tout cas, ça va parfaitement. Dieu fait grâce et voilà. Monsieur Gédéon Kabanda, comment vous allez? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Nous sommes tellement touchés pour être là. Et je salue aussi mon frère. Ça me fait normalement du bien de participer à cette émission. Merci. Voilà, nos difficultés structurelles viennent-elles de nos dirigeants ou de la population ou de la société elle-même? Maître Gédéon, plusieurs questions aujourd'hui se posent en République démocratique du Congo. Et ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui le sujet à laquelle nous allons aujourd'hui baser notre discussion qui concerne la RDC. Mais avons-nous besoin de nouveaux dirigeants ou d'une nouvelle mentalité? Merci beaucoup pour l'attribution de la parole. J'aimerais répondre de la manière suivante. La transformation de la RDC exige un principe fondamental qui devait être mis en place. Alors, on ne peut pas changer les autorités sans pour autant changer la mentalité. Si nous changeons les autorités sans pour autant changer la mentalité, on produit peu de choses. Mais si nous changeons aussi la mentalité sans pour autant améliorer des institutions, il n'y aura pas toujours les résultats. C'est comme cela que dans cette problématique, la responsabilité devait être partagée sur tous les points, tant sur le changement des autorités et aussi sur la mentalité sociétale qui, n'est-ce pas, gangrène aujourd'hui la République démocratique du Congo et qui, n'est-ce pas, met en place les difficultés que subissent la population congolaise. Merci beaucoup. Voilà, Maître Gédéon, merci pour ton intervention et surtout c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Je sais que c'est la première, mais c'est pas la toute dernière fois, ce n'est que le débit. Je retrouve à ma gauche M. Rémi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à plusieurs difficultés que nombreux aujourd'hui sont convaincus qu'il faut changer les dirigeants, qu'il faut changer la constitution, etc. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons besoin de changer des dirigeants à dirigeants. Nous avons besoin de changer plutôt la mentalité congolaise. Merci M. Achriel pour la parole accordée. Vous savez, j'ai l'habitude de les dire que même si nous faisons appel à Donald Trump pour être le chef de l'État dans ces pays, avec la même mentalité que nous avons, le pays ne va pas avancer. Nous resterons dans le même état que nous sommes. Pourquoi justement? Parce que, comme M. Gédéon vient de le dire, pour aussi créer de l'équilibre dans ma réponse et pour ne pas faire chavirer ma réponse, je pense que les responsabilités sont de partager. Donc,
les gouvernements ou soit nos dirigeants ont leur part de responsabilité et la population aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et en parlant de mentalité, je crois fermement que la mentalité est la première des choses que nous devrons d'abord changer dans notre pays. Et une fois que la mentalité sera renouvelée, c'est là qu'on pourrait envisager de vouloir aussi changer les dirigeants parce que déjà je ne fais pas partie de ces gens, mais c'est Gédéon qui disent que nos autorités ne font rien dans notre pays. Non, c'est une absurdité. Il y a certaines autorités, certains dirigeants qui se battent chaque jour pour faire avancer notre pays. Donc ce n'est pas tout le monde en tout cas. Alors moi je pense que le grand problème de notre pays, c'est d'abord notre mentalité. Et une fois que la mentalité sera renouvelée, même avec certains dirigeants qui se trouvent maintenant au pouvoir, on pourrait voir le pays avancer. Parce que lorsqu'on parle de mentalité, la mentalité, on ne voit pas que juste la population. Même ceux qui sont au gouvernement aussi, ils doivent aussi renouveler leur mentalité. Parce que, voyez un peu. Donc, une fois que la mentalité sera renouvelée, notre pays pourrait avancer. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, comme plusieurs jeunes, comme plusieurs adultes aussi, de vieux, de vieillards, qui pensent que la difficulté de la République démocratique du Congo s'explique en raison de gestion des dirigeants et qui, ces dirigeants aujourd'hui, sont le produit même de notre société. Mais est-ce qu'ils sont vraiment le vrai responsable en ce qui concerne la faillite aujourd'hui, en ce qui est la gestion du pays? En quelques pourcentages, oui. Pourquoi justement, M. Achriel, ce sont eux les dirigeants? Nous connaissons tous étymologiquement la signification du mot ils sont dirigeant. le produit de notre société quand même. Je vous explique. Le grand problème de nos dirigeants, c'est quoi? Récemment, je parlais dans une émission, je donnais cet exemple au journaliste et je lui disais, comment admettre que dans la commune où habite un ministre d'État, dans l'avenue où habite un ministre d'État, la population manque d'électricité et la population manque de l'eau potable? Lorsque vous allez parler de ces sujets avec eux, ils vous diront que non, ce n'est pas dans mes attributions. Est-ce que vous savez qu'il existe de ces personnes qui ont fait avancer leur pays sans pour autant d'abord faire partie du gouvernement? Donc, nous sommes dans un pays où les gens qui touchent un peu plus de l'argent, ce sont des politiciens, donc les gens qui sont au gouvernement, les professeurs ainsi que d'autres personnes sont moins payés, et vous voulez nous faire croire que nos difficultés, nos problèmes proviennent d'abord de la population. Non, ça provient du dirigeant. Ce sont eux qui prennent des décisions. Lorsqu'ils prennent des décisions pour changer X, Y chose là-bas, ils contactent qui? Est-ce qu'ils parlent d'abord à la population avant de prendre ces décisions? Non. Ce sont nos dirigeants qui prennent ces décisions. Ce sont les gens qui sont là-bas au gouvernement, qui touchent un peu plus de l'argent pour faire des investissements et pour faire avancer notre pays. Donc moi je crois fermement qu'à quelques pourcentages, nos difficultés viennent d'abord d'eux en fait. Nous souffrons d'une volonté politique. Parce que je pourrais vous donner quelques exemples, même ici en Afrique, il y a un monsieur qu'on appelle Aliko Dangote. Le monsieur au Nigeria, il fait des investissements, il crée des emplois pour le jeune. Pourtant, il n'est même pas le ministre de la jeunesse. Pourtant, il ne fait même pas partie du gouvernement. Mais il est là en train de créer des emplois pour le jeune, il est là en train de réhabiliter même des routes, proposer même certains projets au gouvernement pour faire avancer les pays. Pourquoi dans notre pays, nous n'avons pas ce genre de personnes? Pourtant, ce sont eux qui touchent beaucoup d'argent que même des enseignants. Et je le disais pour conclure, si nous prenons le même salaire que touchent certains députés, certains ministres, et nous les donnons aux professeurs des universités, je pense qu'on va peut-être voir mieux dans ces pays. Peut-être que les choses vont mieux avancer. Qu'est-ce que le professeur d'université feront exactement ou concrètement avec cet argent qui pourrait aussi en bénéficier la population congolaise? Est-ce que vous savez qu'il existe, parce que moi je suis vraiment proche de quelques professeurs, surtout à l'université où je suis, est-ce que vous savez qu'il existe de ces professeurs qui partent proposer de projets au niveau du gouvernement ou à quelques ministères dans notre pays, mais ces projets sont toujours rejetés? Ou ces projets ne sont pas considérés vraiment comme il le fallait? Il y a certains d'ailleurs, lorsque vous venez déposer votre projet, comme moi je le disais dans l'autre émission, je t'ai passé que je devrais aller au ministère de la jeunesse pour leur proposer un projet d'emploi pour les jeunes et tout. La personne que je viens déposer mon projet, la personne me dit oh non, tu laisses les projets, tu pars, on va te rappeler après. Parce que et là-bas, ce qu'ils font, c'est que lorsque tu laisses les projets, ils vont prendre le projet et s'accaparer de ça. Et aller proposer ces projets, c'est comme si c'était eux en fait les gens qui ont conçu cela. Nous allons y revenir. Bon, moi, je vais
Maître Gédéon, vous avez quelque chose? Ouais. Moi, je pense que puisqu'il s'agit de la mentalité et la question relative à la problématique des dirigeants constituant en fait un blocage pour le développement de la démocratie du Congo, moi, je vais répondre de la manière suivante. Parce qu'il a été, n'est-ce pas, ici clair devant, au début en fait de notre émission, en disant tout le monde que cette responsabilité devait être partagée. Parce que la transformation en République démocratique du Congo est à la fois, n'est-ce pas, exigible du point de vue leader, un leader responsable, et du point de vue aussi une citoyenneté qui est responsable. C'est comme ça que sur le plan de l'entendement, il faut d'abord comprendre la notion de la mentalité. La mentalité, vous devez savoir que c'est la manière habituelle d'agir et de penser. Et maintenant, cette manière habituelle d'agir et de penser doit, n'est-ce pas, se mettre en place ou doit en fait se manifester en rapport avec le travail, en rapport avec l'idéologie des citoyens, en rapport, n'est-ce pas, avec notre manière de choisir des dirigeants, notre manière d'accepter ou de refuser, n'est-ce pas, des antivaleurs qui existent en République démocratique du Congo. Notre manière aussi, n'est-ce pas, de gérer les biens communs ainsi que l'argent public de l'État. C'est comme cela que il faut tout simplement s'attendre que sur le principe de la problématique des dirigeants qui sont considérés comme étant un problème, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, comme l'a dit avec notre journaliste, on doit savoir tout simplement que j'accepte, n'est-ce pas, je les confirme avec fermeté, que les problèmes aussi doivent toucher aussi les dirigeants. Les dirigeants constituent un problème majeur. Mais cependant, intellectuellement par là, il serait plus précis de faire la démarcation. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement les dirigeants, mais c'est aussi les comportements sociétals, la société. Parce que les dirigeants est les produits de la société. Parce que sur le plan des principes, vous allez comprendre que il y a le principe de la responsabilité du pouvoir. Parce que dans la responsabilité du pouvoir, constitutionnellement parlant, en vertu de l'article 5 de la Constitution, c'est le peuple qui détient la souveraineté nationale et ce peuple-là émane en fait du pouvoir. Il donne le pouvoir. Et si les dirigeants aujourd'hui constituent en fait un blocage pour les pays, mais c'est les peuples qui donnent ces pouvoirs-là. C'est comme cela que les dirigeants, n'est-ce pas, sont en quelque sorte, n'est-ce pas, et une partie majeure, n'est-ce pas, de cette problématique qui cause en fait ces problèmes-là de la gestion du pays, mais cependant, ils doivent aussi savoir qu'ils ne sont pas en fait absolus, ils n'ont pas ces pouvoirs-là de faire quoi que ce soit. Parce que le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir vient du peuple et il doit en utiliser un bon usage. Il doit y avoir en fait une obligation des résultats en matière de satisfaction de l'intérêt général. Là seulement, ça serait en fait une très bonne chose. Parce que en fait, ne sont pas en fait les détenteurs du pouvoir, ils sont juste les dépositaires du pouvoir. Parce que le pouvoir émane du peuple. Merci. Mais comment expliquez-vous la faillite de nos élites politiques aujourd'hui? Parce que ce sont des personnes, lorsqu'ils se présentent au devant de la population, vous sentez que non, ce sont des responsables et ce sont des acteurs activement engagés qui peuvent aussi amener des réformes qui vont en bénéficier la communauté. Mais comment expliquez-vous quand même ces gens, on les a choisis, on les a dit, on les a dotés de tout ce qu'il faut pour travailler, mais qui n'arrivent quand même pas à bien travailler? Bon, moi, je vais relever un principe. Il s'agit du principe du double dualisme dissolvant. Le double dualisme dissolvant, c'est un principe qui met en place une familiarité, n'est-ce pas, entre les dirigeants et leurs proches. Lorsqu'un proche, plutôt un dirigeant, est compétent, il assume en fait des responsabilités publiques de l'État, ces derniers, n'est-ce pas, arrivent à prendre ses proches, n'est-ce pas, pour l'exécution de certaines tâches. Alors que ses proches ne sont pas compétents pour assumer cette fonctionnalité. C'est ce qui bloque aujourd'hui des dirigeants à aller de l'avant. Les doubles dualismes dissolvants. C'est comme cela que pour arriver... Vous pensez que les dirigeants ont souvent l'habitude de ne pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il justement, faut, ils sont au pouvoir, justement, ils prennent leurs membres des familles, justement, c'est comme ça que nous parlons de la mentalité. Parce que aujourd'hui, les citoyens congolais peuvent dire qu'il y a beaucoup de corruption, de détournement. Mais cependant, exemple d'un individu qui dit qu'il y a beaucoup de corruption et de détournement. Son frère obtient un poste quelconque. Et dans ces postes-là, cette même personne qui disait qu'il y avait détournement et corruption dit à son frère, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de pouvoir me recommander, m'affecter dans ces postes, quand même que je ne suis pas compétent? Et là, vous allez dire que c'est une revendication, où nous sommes là, en train juste tout simplement de jouer avec la politique. Ou bien c'est comment? Parce que vous n'êtes pas compétent, mais vous êtes le premier à critiquer qu'il y a détournement, mais lorsque ces cas-là vous arrivent, vous êtes le premier à demander une affectation, une recommandation, dont vous n'êtes pas compétent d'assumer les responsabilités auxquelles on vous a attaché.
Donc c'est question de la mentalité, c'est vraiment question de la mentalité et question aussi de la familiarité avec nos proches que nos dirigeants sont en train de prendre pour, n'est-ce pas, leur caser quelque part. C'est comme cela qu'il faut annuler ces doubles dualismes dissolvants. Ça serait une très bonne chose. Parce que là, nous allons rentrer dans la fondamentalité hypothétique logique et ça serait une très bonne chose. Alors Rémi, vous avez certainement quelque chose à dire? Oui, certainement. À propos de cela, je dirais que moi, je pense que c'est d'abord le manque de la philanthropie. Je m'explique. Comme Maître Gédéon vient de le dire, certaines personnes, avant d'arriver au pouvoir, ils ont de belles idées, de belles initiatives. Mais en arrivant au pouvoir, concrètement, nous ne voyons rien. Justement. Je ne citerai pas de noms ou donner des exemples. Monsieur Achriel, dans certains pays, comme je l'ai dit au préambule, il existe de ces personnes qui ne font même pas partie du gouvernement, mais qui touchent quand même de l'argent. Ils font des investissements pour faire avancer leur pays. Normalement, dans ces pays, on ne pourrait pas continuer à vivre jusqu'en 2026 en manquant de l'eau potable, manquant de l'électricité, manquant d'emploi. C'est une absurdité. Un député provincial qui touche plus de 41 000 $ à la fin du mois, mais qui dans son avenue ou dans sa commune, la population souffre encore de problèmes d'eau potable ou de problèmes d'électricité. C'est un manque de philanthropie, justement. Prendre des gens qui sont de ta famille, les gens qui sont tes proches, comme M. Gédéon vient de le dire, c'est aussi un manque de philanthropie. Le manque d'amour d'abord pour le pays. Certains qui sont là-bas au pouvoir travaillent d'abord pour leurs propres intérêts. Ils savent que je suis là pour 5 ans justement, ou je ne sais pas, peut-être il y aura encore un maniement du gouvernement. Je dois profiter, je dois acheter des parcelles, faire ceci, faire cela. Plusieurs personnes au gouvernement ne sont pas là d'abord pour travailler pour le pays. C'est ça notre grand problème. Et c'est ça la chose qui cause en fait cette défaillance de notre gouvernement. Donc il faudrait d'abord avoir l'amour du pays, travailler pour le pays, faisait des investissements pour le pays. Récemment, M. Gédéon, en cours de route au niveau de l'UMT, j'ai croisé un député provincial. Il a organisé sa marche de santé, entouré de beaucoup de jeunes. Dans le bus où j'étais, je parle avec une dame, la dame me dit, mais tu vois tous ces jeunes, voilà, bah, si bon, bah, 10 000, voilà pourquoi ils sont là. Mais en gros, ces mêmes personnes qui accompagnent en fait ces députés-là, dans leur avenir, dans leur commune, ils manquent de l'eau potable, il manque de l'électricité, il manque d'emploi. Donc cette somme d'argent que le député a voulu consacrer pour une simple marche de santé pathétique et pantagruélique, il pourrait peut-être utiliser cette somme d'argent pour créer de l'emploi, pour renforcer de l'électricité dans sa commune ou soit dans son avenir. Mais il ne le fait pas, il choisit de faire une marche de santé pour que les gens lui voient. Mais moi j'ai une question, mais Oui. qu'est-ce qui fait quand même ressentir à nos dirigeants, une fois qu'ils sont au pouvoir, de ressentir une sorte d'insécurité, c'est dire que non, je serai pas là pour longtemps, donc je dois en profiter du temps que j'ai. Vous sentez que la personne est là, Oui. mais elle se sent déjà en train de glisser, alors qu'elle est encore au pouvoir. Elle peut encore travailler et puis plus tard la population renouveler encore la confiance. Qu'est-ce qui sème un peu plus cette insécurité? Premièrement, c'est la mentalité. Deuxièmement, c'est le système. Voilà pourquoi le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2018, il disait nous devons déboulonner les systèmes. Nous avons un système établi. Lorsque de bonnes personnes arrivent là, les bonnes personnes s'échangent en mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent déjà un système très bien établi. Que lorsqu'on arrive, ah ouais, il faut faire ça, il faut faire ci. Ils trouvent déjà une mentalité établie. Et c'est ça notre grand problème. Et c'est ça la chose qui crée cette insécurité-là. Et nous avons peu de dirigeants, peu de personnes au gouvernement qui agissent pour le bien-être du pays, qui agissent pour faire avancer notre pays, juste à cause de la mentalité et du système établi. Notre Gédéon, vous avez quelque chose à dire? Non, mais en fait, nous devons juste comprendre que cette problématique est tout simplement véritable parce que les dirigeants qui, n'est-ce pas, sont en train de travailler ou deviennent, n'est-ce pas, intégrés directement dans la fonction de l'État, ces personnes-là peuvent venir avec des ambitions. Mais cependant, en rencontrant les réalités sur terrain, peut-être de peur de mourir, de peur d'avoir des problèmes, de peur d'être emprisonné injustement, de peur d'être réquisitionné injustement, c'est-à-dire se disent, ben, nous devons se conformer. Mais ça, moi, je ne suis pas vraiment pour ça, parce que c'est une mauvaise conception des choses. Parce que lorsque nous sommes là pour travailler pour les pays, nous devons se sacrifier corps, âme, esprit. On a vu des dirigeants mourir
pour ces pays. On a vu les dirigeants mourir pour d'autres pays africains. Ce n'est pas parce que seulement ils manquaient quoi faire. Non, mais ils étaient aussi compétents. Ils avaient aussi des responsabilités. Donc vous avez également des idéaux. Justement, mais cependant, ils se sont dit, non, selon mon idéologie, je ne peux pas me soumettre à un système qui a été imposé. Il suffit juste de se relever et de dire non au système qui a été mis en place. Là seulement, nous aurons un Congo plus beau qu'avant. Exact. Parce que si on arrive à se conformer, on ne fait absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Voilà un peu cette petite note que je pourrais ajouter à cette problématique-là. Et aussi, excusez-moi, monsieur H. aussi, c'est une question de manque de vision, pour Justement. certains aussi. Il y a certaines Donc, personnes qui certaines arrivent personnes là-bas manquent la vision. sans pour autant avoir une vision claire. Il arrive au pouvoir, il a tout. Attendez, vous allez continuer. Est-ce que je sais qu'il y a actuellement même des pasteurs qui arrivent quand même à postuler, dans les provinciales, etc. Mais tous ces leaders, tous ces élites-là, ils ont quand même un plan qu'ils prévoient justement avant même de pouvoir postuler, parce que nous ressentons que certaines personnes ils sont là, mais une fois qu'ils sont au Parlement, ils disparaissent complètement. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons vécu cela quelques années en arrière avec le monsieur qui disait Akobe Tafim un parlement, l'autre la chicote, c'est un parlement. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on lui retrouvait même plus. Donc il disparaît. Il disparaît, oui. Vous savez, monsieur H. pour créer de l'équilibre dans ma réponse, je dirais que il y a une différence qui existe entre un dirigeant et un leader. Un dirigeant apporte un plan, un leader apporte une vision. Certains avaient des plans. Arrivé au pouvoir, ils trouvent un autre système établi et d'autres réalités, ils s'échangent. Mais les leaders qui ont apporté une vision, comme par exemple, permettez-moi de donner son exemple, Constant Moutamba, l'ancien ministre de la jeunesse, de la justice, pardon. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, nous avons tous ressenti que la personne ne se conformait pas au système établi. Il faisait les choses outre le système. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense et je crois que c'est ça exactement le problème. Moi, je me rajouter, il s'agit en fait du principe du droit des incarnés. Apparemment, lorsque un dirigeant qui, n'est-ce pas, veut l'être, il propose son programme. Et lorsqu'il l'est, il y a maintenant une démarcation entre ces durs du passé et ces durs du présent. On appelle ça, en fait, un droit qui est désincarné. Parce que ce qui a été proposé ou ce qui est écrit n'est pas la réalité de ce que tu commences à faire. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter à cette problématique. Voilà, entre renouveler les personnels politiques et éduquer la conscience citoyenne. Quelle est la vraie priorité aujourd'hui pour la République démocratique du Congo? Parce que le chef de l'État venait tout à l'heure d'engager ses procédures en ce qui concerne le référendum et autres. Nous allons y revenir, surtout sur son allocution, essayer de décrypter certaines choses. Mais quelle est réellement la vraie priorité pour la République démocratique du Congo? Bon, moi, je ne choisirai pas les deux. Je ne choisirai pas les deux. Mais s'il s'agit de commencer par un point, j'ai choisi l'éducation citoyenne. Parce que c'est très important. Parce que la population congolaise, ou les citoyens que nous sommes, nous devons avoir en fait une culture, une connaissance sur nos droits et nos devoirs, tels que garantis par la Constitution. Lorsque un citoyen ne connaît pas ses droits garantis et ses devoirs imposés par la Constitution, le citoyen ne sait pas ce qu'il cherche alors. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des politiciens ou des dirigeants qui, n'est-ce pas, gouvernent ces pays, les personnes qui, n'est-ce pas, les appuient, ce sont plus les citoyens. Exact. Parce qu'ils nous proposent leur politique, n'est-ce pas, leur programme. Maintenant, si un citoyen n'est pas éduqué, n'est pas formé, ne sait pas, n'est-ce pas, comprendre les programmes en fait des leaders, on nous serons dans un problème. C'est comme cela que je choisis l'éducation citoyenne pour permettre qu'il puisse y avoir une promotion, n'est-ce pas, des droits et des devoirs garantis constitutionnellement pour les citoyens. Là seulement, chaque citoyen sera capable, avant de voter une personne, le citoyen ne va pas regarder l'appartenance du groupe, ne va pas regarder la liaison ou l'alliance ou les sangs ou l'affiliation, mais cependant, le citoyen doit regarder quel est l'objectif du programme. Ce programme-là a quelle utilité pour les changements, Quel impact aussi quel aura, impact certainement. pour le développement en fait du pays. Ok, là seulement, il va maintenant en tirer une conclusion logique. C'est comme cela qu'il y aura en fait une fondamentalité hypothétique, logique
dans le chef du citoyen parce que seulement il a une connaissance et il a été formé sur ses droits et ses devoirs. C'est comme cela que cette responsabilité-là devait être très importante sur l'éducation. Et bon, j'ai encore une question. Vous avez vu récemment aussi, ou ultérieurement, la mobilisation de la jeunesse derrière la ministre Cass Mikoutino. Oui, je le veux. Oui, j'ai levé. Il y a eu la masse de la jeunesse congolaise. Qu'avez-vous ressenti après avoir suivi ces images de la jeunesse, de jeunes mobilisés pour dire oui, je le veux? Bon, en fait, je vais parler dans la forme, je ne vais pas entrer dans les fonds, parce que je ne vais pas, en fait, parler des choses qui, je ne trouve pas important. C'est vraiment une très bonne chose. Moi, je vis, oui, je l'ai vu, mais jusqu'alors, je n'ai jamais compris cette réflexion ou cette pensée qui se dégage de ce principe, oui, je l'ai vu. Parce que c'est comme ça qu'on a parlé de l'éducation citoyenne. Si la population congolaise ou les citoyens sont en fait éduqués, sont formés, on fait la promotion de leurs droits et leurs devoirs, là seulement avant de dire oui je l'ai fait, il faut tout simplement savoir pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. Merci. Voilà Rémi, comme je venais de le dire tout à l'heure, ou encore essayer de s'investir dans l'éducation, de le changement de la mentalité citoyenne. Quelle est aujourd'hui la vraie priorité pour la République démocratique du Congo? La vraie priorité, M. Achriel, c'est d'abord renouveler la mentalité congolaise. Donc, investir dans l'éducation citoyenne. Parce que même le personne, là, les gens du gouvernement ou soit nos dirigeants, ils doivent aussi renouveler leur mentalité. Donc, si la population et les dirigeants, nous renouvelons notre mentalité, c'est là que notre pays avancerait. Parce que même ceux qui sont au pouvoir ne resteront pas éternellement. Quelques années après, ils partiront. Et ce sont des personnes qui font partie actuellement de la population qui viendront les remplacer. Et lorsqu'ils partiront les remplacer là-bas avec la même mentalité que nous avons maintenant, rien ne changera. Nous resterons dans ces mêmes systèmes, dans ces mêmes modes de vie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez quand même proposer? Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé qu'il faut changer d'abord la mentalité. Il faut changer la mentalité parce que c'est la base de tout, c'est le fondement, en tout cas idéal, pour construire une nation forte. Mais par quoi on doit réellement commencer par ces changements de mentalité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser des campagnes, il faut organiser des conférences, mais qu'est-ce qu'il faut pratiquement faire? Pratiquement, d'une manière pragmatique, il faudrait d'abord commencer par investir dans l'éducation. Vous savez, il existe de ces élèves qui obtiennent le diplôme de l'État, comme on dit couramment un diplôme d'État, sans pour autant comprendre ses droits en tant que citoyen. Comme M. Gédéon venait de le dire ici, les gens qui ont dit oui, je le veux au changement de la Constitution, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas compris même le vrai sens de la chose. Donc il faudrait d'abord commencer à investir dans l'éducation, faire comprendre à chaque citoyen le droit qu'il a en tant que citoyen de la République. C'est là que petit à petit les changements de la mentalité se fera. Et aussi investir dans des campagnes, parler de la mentalité dans des universités. Dernièrement ou récemment, j'avais vu un monsieur qui avait organisé de campus tour. Il passait dans des universités pour parler de ça, réveiller un peu le jeune et tout. D'ailleurs, c'est aussi le travail que le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique doit normalement faire, bien qu'on ne voit rien du tout. Je pense que c'est ça. D'une manière pratique, il faudrait parler de cela, il faudrait investir dans l'éducation, c'est ça la base. En tant que jeune leader, en tant qu'un acteur engagé, surtout dans le développement de notre pays, la mentalité, le changement de la mentalité, vous avez votre concept qui est déclic de la mentalité. Qu'est-ce que vous pouvez quand même demander à l'État congolais pour ainsi soutenir ces jeunes qui ont quand même cette vision d'éveiller la mentalité congolaise, qui ont des initiatives, mais qui se retrouvent dans des situations auxquelles ils sont vraiment limités financièrement et plusieurs autres réalités? En tout cas, premièrement, je dirais ceci à nos autorités. Lorsqu'il y a un jeune qui sollicite Jones pour venir vous rencontrer, ne pensez pas d'abord que le jeune vient faire ce qu'on dit, vient faire les matolos. Ce n'est pas d'abord ça. Récemment, j'ai voulu organiser une conférence je ne vais pas citer le nom de l'université. Lorsque j'ai sollicité l'audience pour parler avec le chef d'établissement et tout ce qui va avec,
Ils ont rejeté mon audience plus de 3 fois. Pourquoi? Parce que les jours où je parlais avec l'air d'IRCAP, le DIRCAP me dit, oh non, le jeune qui vient ici, c'est seulement pour demander de l'argent, demander des fonds d'investissement. Il y a d'autres personnes comme nous dans notre structure. Deux fois, nous venons juste avoir l'espace. Nous voulons juste entrer dans votre université pour organiser notre activité. Dépenses, argent, ceci, c'est là. Nous-mêmes, nous allons nous occuper de ça. Mais il existe même des établissements qui nous refusent. Parce que c'est là et dans leur mentalité, les jeunes qui viennent solliciter ce genre de choses, c'est juste pour demander de l'argent. Non. Non. Alors que vous le faites quand même gratuitement. Gratuitement. Nous sommes engagés pour le développement de la nation. C'est bas jour et nuit. Bien que nous ne sommes pas encore au gouvernement, nous voulons que notre pays change. Nous voulons voir la jeunesse congolaise changer. Personne ne nous paye là-dessus. Donc, c'est que je dirais à nos autorités, ou surtout je m'adresse particulièrement au ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous voyez ce que les jeunes font. Ce n'est pas tous les jeunes qui sont contre vous, ce n'est pas tous les jeunes qui sont contre ce pays. Il existe de ces personnes qui sont intelligentes, il existe de ces jeunes qui veulent réellement faire avancer ces pays, soutenez leurs projets. Récemment, au village des opportunités, bon, je ne vais pas parler du village des opportunités. Il y a également le village des opportunités à Lubumbashi, où on a parlé d'un jeune qui a reçu le financement de 10 000 $. 10 000 $. Et il n'a pas voulu en fait investir dans cela. Il est allé soutenir encore d'autres jeunes qui manquaient d'argent. Cela ne consiste pas, Maître Gédéon, les détournements. Parce que vous avez été financé pour un tel projet. Et vous avez pris à votre tour l'argent de ces projets. Vous êtes allé donner à d'autres structures, question de leur apporter aussi votre aide ou de les soutenir. Bon, en quelque sorte, ça serait détournement si les autorités compétentes qui sont censées dire détournement, en fait, puissent leur mentionner. Mais sur le plan de l'entendement, le fait de placer quelque chose qui était destiné à une place X, pour une autre place, c'est un détournement des fonds. Justement. Mais il n'est pas poursuivi, en tout cas. Voilà, nous sommes en train de parler du changement de la mentalité en tant que juriste aujourd'hui. Je sais que même à l'université, en tant qu'assistant, vous rencontrez plusieurs jeunes qui ont des idéaux, plusieurs jeunes qui ont des ambitions, de jeunes qui réfléchissent, mais qui se retrouvent dans des situations auxquelles ils sont tellement limités financièrement qui n'ont pas en fait cette possibilité-là d'entendre d'autres ministères pour ainsi leur expliquer sa vision, leur expliquer comment est-ce qu'ils ont besoin de soutien ou encore de financement de la même manière nous venons de voir au village des opportunités. Mais qu'est-ce que quand même vous pouvez demander à l'État congolais et surtout aujourd'hui à la jeunesse congolaise sur sa mentalité? Merci beaucoup pour l'attribution de la parole, cher ancien. Alors, moi, j'aimerais parler de la manière suivante. Je fais appel à l'État congolais parce que celui qui maîtrise très bien ou qui exécute la politique du gouvernement. Et je fais appel à l'État congolais de mettre en place un changement qui partant des dirigeants congolais et aussi les renouvellements sur de la mentalité. Parce que tous les deux principes sont interdépendants. Sont interdépendants parce que ceci ne doit pas être dans un même ordre, mais ceci doit en fait être interdépendant. Parce que si l'on changeait les dirigeants sans pour autant changer la mentalité de la population, on ne fait absolument rien du tout. Rien du tout. C'est comme cela qu'il faut changer l'idée. Parce que, inversement, si, n'est-ce pas, l'on changeait la mentalité de la population des jeunes Congolais et que l'on tient compte, n'est-ce pas, à la permanence en fait des autorités ou des dirigeants congolais, l'on ne fera aussi rien du tout. C'est comme ça que les deux principes devaient être interdépendants et les changer, chercher des mécanismes pour renforcer cela en ayant en fait une conception purement logique, en mettant en fait des très bonnes institutions, parce que c'est qu'il existe des institutions, le président de la République, le Parlement, les gouvernements, c'est avec quelle formation aussi. Et lorsque que la formation aujourd'hui en République démocratique du Congo pose un grand problème et il pense que non, aujourd'hui même notre système éducatif est déconnecté de réalité que nous vivons sur le terrain. Lorsque vous parlez simplement de changer des établissements ou encore de construire encore d'autres, est-ce que vous pensez que ça va résoudre le vrai problème aujourd'hui? C'est comme cela que je dis que le problème part de ces deux groupes.
la mentalité de la jeunesse congolaise, ainsi que les dirigeants de la jeunesse congolaise. Renforcer, améliorer les institutions aussi, avoir des bons dirigeants et avoir aussi des bons citoyens capables de réfléchir en matière des choix, n'est-ce pas, des dirigeants. Parce que tout simplement, on doit s'attendre. Il ne faut pas seulement s'attarder sur la problématique selon laquelle, que non, en fait, il n'y a pas une bonne formation, qu'est-ce que j'ai encore. Non, mais nous aussi, étant hommes ou étant citoyens, nous devons se former soi-même. C'est un principe. Parce qu'on peut beau mettre, n'est-ce pas, des cadres de formation pour permettre que les étudiants ou les Congolais ou les citoyens puissent apprendre une formation civique et morale. Mais je vous assure qu'il y aura toujours certaines personnes qui ne seront pas intéressées. Parce que tout dépend d'abord de la conscience, de la détermination. Et lorsque tu comprends cette conscience-là et cette détermination, là seulement, tu seras à mesure de bien suivre cette formation. On peut mettre beau des formations ici, faire appel, appeler gratuite, oui, mais il y a même des formations gratuites qui existent même pour le moment. De la jeunesse et d'éveil. Justement, mais peu de personnes, peu de jeunes. Peu de jeunes s'intéressent. C'est accessible à tout le monde. Oui, c'est accessible à tout le monde. Vous le savez, monsieur Achriel, moi j'organise de formations en prise de parole en public en éloquence. C'est gratuit. C'est gratuit, les formations en question, mais peu de jeunes s'intéressent. Déjà, apprendre ou acquérir de nouvelles informations, ce n'est pas une culture pour certains jeunes Congolais. Plusieurs jeunes ne veulent pas investir dans l'éducation. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu. Voyez, plusieurs jeunes ne veulent pas investir dans l'éducation. 95% de jeunes qui passent leur temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur vie réelle comme ça, c'est investir dans de divertissements, dans des jeux d'hasard, etc. Lorsqu'il s'agit vraiment d'investir pour sa vie, investir pour son apprentissage, peu le font. Mais il y a un cri qu'on entend un peu plus souvent. Tous en a besoin de ça là. Tous en a besoin de ça. De quel travail le jeune parle-t-il vraiment? Parce que vous venez tout à l'heure de dire qu'ils n'investissent pas dans ce qui concerne leur formation, leur éducation, mais qui demande à chaque fois le travail au chef de l'État. C'est quel type de travail? Bon, en fait, il faudrait faire la démarcation. Moi, je pense que les jeunes devaient comprendre une chose. Mieux vaut accepter d'être un entrepreneur qu'accepter d'être un travailleur. Et commencer à chaque fois à se plaindre qu'il n'y a pas de travail. Parce que j'ai toujours dit ceci. L'homme est par excellence le dépassement de la condition d'être humain. Si vous dépassez votre condition d'être humain, si vous vous consacrez entièrement à un seul idéal, là vous serez devenu autre chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des jeunes qui sont presque partout. Presque partout. Parce qu'il faut d'abord se connaître. Lorsque l'on se connaît, l'on sait l'où on va. Mais lorsqu'on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que tu vas voir que jeune, il est dans la coiffure, il est dans la politique, il est dans la justice, il est dans le social. On n'arrive pas à te repérer. Parce qu'on a des repères aujourd'hui. Justement, les personnes qui ont fait des exploits aujourd'hui en RDC ou ailleurs, ce sont des personnes qui se sont, n'est-ce pas, concentrées sur un seul idéal seulement. Et aujourd'hui, sont considérés comme étant des repères. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi les conditions du pays qui favorisent un peu ces pratiques? C'est comme ça, je dis, si on arrive tout simplement à se découvrir, ok, notre domaine le plus idéal, là seulement, même s'il y a des difficultés en RDC, parce que seulement, on sait qui nous sommes, on va maintenant mettre en place, justement, on va mettre en place, n'est-ce pas, des mécanismes permettant de chercher un changement. Vous avez quelque chose à dire? Oui, bon, monsieur Gédéon, déjà à propos de ce que vous dites, je suis pour, mais pas à 100%. Je m'explique. En tenant compte de réalités et des conditions de notre pays, moi je les conseille ainsi aux jeunes. Lorsque vous rencontrez une opportunité d'affaires qui va vous créer de l'argent, il faut le faire. Dire aux jeunes qu'il faut juste se concentrer à son idéal, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que je le conseille aussi aux jeunes qui, par exemple, finissent leurs études. Récemment, j'étais dans une conférence où je les ai dit, c'est là. Lorsque vous finissez avec vos études, ne commencez pas d'avoir à vous tripoter la tête pour aller déposer des CV, lettres de motivation. Regardez d'abord qu'est-ce que vous êtes capable de faire.
quel est ses talents, quel est ses dons cachés en vous que vous pouvez, investir d'abord à cela. Ce n'est pas une mauvaise chose, investir dans l'idéal. Mais en tenant compte des réalités de notre pays, c'est un peu compliqué. Imaginez-vous par exemple un jeune qui est musicien, qui a une très belle voix par exemple. Et dans la société, il trouve encore un autre boulot pour aller travailler donner un exemple, dans une boutique ou quelque part pour aller vendre. On va dire à ces jeunes que non, il ne faut pas aller vendre là-bas, concentre-toi d'abord dans la musique. Non. Non, mais c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Non, c'est pas question de ne pas savoir, parce que l'homme est multipotentiel. Est-ce que vous savez qu'il existe de ces hommes qui sont de multipotentiels? En quelque sorte, on peut parler d'une corruption. D'une corruption. Mais justement, une corruption purement intellectuelle, ou une corruption du point de vue, un sens qui est peut-être informel. Monsieur Gédéon, permettez-moi de vous poser cette question. En tant que maître, en tant que futur juriste, justement. Si aujourd'hui vous trouvez une opportunité d'emploi pour travailler en tant qu'informaticien dans un... Je ne le ferai pas. Vous ne le ferez Justement, pas. Ce n'est pas mon domaine de prédilection. Est-ce que vous avez même au gouvernement, il existe de ces personnes? Vous êtes quand même compétent dans Vous êtes quand même compétent et tout, vous avez le matos. Non, je ne le ferai pas. Parce que les personnes qui ont, n'est-ce pas, laissé des emprunts sur ces terres, Cicéron, Karl Marx, Max Weber, ce sont des personnes qui sont consacrées sur leur idéal seulement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez bien dans le quartier du Congo, tout le monde est commerçant. Oui, mais c'est ça en fait nos réalités de vie. Tout le monde est commerçant, pourquoi? Parce que on finit, une personne finit, licenciée en droit, 5 ans, Zand. Homme soit assisté informatique, Zand. Apparemment, on a l'impression qu'on passe inutilement, n'est-ce pas, notre temps à l'université, et lorsque nous finissons, on part au marché, alors que ce n'est pas notre domaine de prédilection. C'est comme ça que nous-mêmes en droit, il y a le principe de la compatibilité et de l'incompatibilité. C'est-à-dire qu'étant avocat, je ne peux pas faire le commerce, parce que je dois me consacrer à un seul idéal. Ça serait du cumul. Justement, c'est comme cela que, s'il vous plaît, c'est comme cela que si aujourd'hui des jeunes comprennent ce que je suis en train de dire, nous irons loin. Nous irons loin. Moi, je fais les droits. Je fais les droits à l'Université protestante au Congo. Je me consacre entièrement au droit. Ok? Si je sais dans ces domaines, je mets en place des propositions permettant, en fait, n'est-ce pas, un changement juridique dans ces pays. Je me donne, je suis courageux, je me bats. Je fais des conférences en matière juridique. Je fais un emprunt, je fais des noms. Et puis je suis connu. Toi, tu penses que je ne serai pas repéré? Monsieur Gédéon. Voilà, je le répète encore, s'il vous plaît, monsieur Hriel, s'il vous plaît, monsieur Hriel, permettez-moi de vouloir un tout petit peu argumenter ce que monsieur Hriel, non, monsieur Gédéon venait de dire. Monsieur Gédéon, je ne suis pas contre vous à 100%, mais à quelques pourcentages. Parce qu'en tant que juriste, vous pouvez être entrepreneur aussi. Vous pouvez investir, vous pouvez être commerçant. L'argent que vous allez peut-être gagner dans vos commerces, ça pourrait aussi soutenir votre domaine idéal ou ce que vous faites en tant que juriste. Je ne vois rien de mauvais là-dessus. C'est incompatible. Non, ce n'est pas question d'incompatibilité. Ça, c'est limiter nos mentalités, en fait. En tant que jeune, je peux avoir une vision, je peux avoir un domaine idéal, mais être dans l'entrepreneuriat, être dans le commerce et tout. Que tu peux faire toute autre chose, mais il faut avoir un idéal. Exactement, on peut avoir l'idéal, mais en même temps, investir encore ou travailler dans autre chose. Moi, j'aimerais finir en disant, les juges ou l'homme, et par exemple, c'est le dépassement de la condition d'être humain. Si vous dépassez votre condition d'être humain, c'est-à-dire travailler, si vous vous consacrez entièrement à un seul idéal, là, c'est moi, vous serez devenu autre chose. Voilà, nous avons parlé de changement de mentalité ou changement des élites politiques. En quelques mots, pour finir cette émission, Rémi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire? En quelques mots, pour faire court, je pense que notre pays mérite réellement la réforme de nos mentalités. Donc, le renouvellement de la mentalité congolaise, c'est le pilier du changement pour notre pays. Donc, même pour ceux qui sont au gouvernement, même pour la population congolaise et surtout pour la jeunesse congolaise, changeons nos mentalités, changeons notre manière de faire les choses. Récemment, j'ai vu des vidéos des agents du service national en train de nettoyer, assainir la ville de Kinshasa. Mais il y a encore de personnes qui continuent en fait à jeter des déchets, jeter des bouteilles en cours de route. C'est un problème de mentalité. Comment on essaie de rendre la ville propre? Vous continuez
C'est comme de la sorcellerie, mais c'est la mentalité. Vous voyez. Voilà, Donc, merci beaucoup voilà. Rémi, merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui. Je crois que nous allons encore revenir les vendredis. Oui. Voilà, Gédéon, monsieur Gédéon, maître Gédéon, en quelques mots pour finir ainsi notre émission d'aujourd'hui. Alors, Tout ce qui a été dans en définitive, j'aimerais juste parler de cette situation en quelques mots, surtout ce qui a été dit en ces lieux. La transformation de la République démocratique du Congo est à la fois exigible pour, n'est-ce pas, les leaders congolais qui devaient être responsables, ainsi que les citoyens responsables aussi. Parce qu'on ne peut pas changer, n'est-ce pas, les dirigeants sans pour autant changer la mentalité. On ne peut pas non plus aussi changer la mentalité sans pour autant changer les dirigeants. C'est comme ça il faut qu'il puisse y avoir une interdépendance entre cette problématique. Merci. Voilà, merci à vous tous qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette émission, dites ainsi, mais merci à Grâce au Tabac, mais également à Brahms Kulumbu qui ont assuré à ce que tout se passe tellement bien comme vous êtes en train de le voir. Alors retrouvons-nous à la prochaine et je crois bien, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu, nous allons encore y revenir le mercredi.